Hello la team, c'est Simou, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super et bienvenue pour la review du chapitre 1028 de One Piece. Un chapitre génial qui vient une nouvelle fois nous montrer que l'on arrive sur la fin de l'arc Wano Kuni. Et la fin promet d'être exceptionnelle. Une fin qui va non seulement changer l'issue de Wano Kuni, mais également l'issue du monde entier. One Piece est dans son tournant majeur. On le sait très bien, après cet arc, tout va s'accélérer. Et pour preuve, dans ce chapitre, l'arrivée de la marine présage fortement l'arrivée de la Grande Guerre. La guerre finale qu'Oda nous tease depuis des années. La voilà bientôt arrivée et j'ai envie de vous dire, ça m'étonnerait même pas que dans le lot, nous ayons un aperçu de Shanks. Shanks qui a été promis pour 2021. Est-ce que cette promesse va être tenue? Avant de commencer, je vous invite fortement à laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo, ça m'aide énormément et je vous invite également à rejoindre l'équipage si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant que tout est dit, on est parti. Le chapitre commence donc une nouvelle fois avec l'analyse du CP0. Alors honnêtement, le CP0, on les a vus beaucoup de fois et à chaque fois, j'ai l'impression qu'on voit le même schéma. C'est-à-dire, plan sur eux, petite analyse du combat, on donne les chiffres des combattants restants, et puis on rajoute des petites phrases comme « Waouh, Vegapunk est un génie » ou alors « Est-ce que le film parviendra à battre Kaido ?» Réellement, j'ai l'impression que le CP0, dans cet arc, ils sont résumés à « commentateurs ». Et j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas là peut-être une représentation de nous les lecteurs qui chaque semaine essayons d'analyser ce qui se passe dans le chapitre. Bref, cette fois-ci, les analyses du CP0 sont les suivantes. Tout d'abord, c'est bel et bien le fruit de Vegapunk que Momonosuke possède. Encore une fois, on va pas s'étaler dessus, mais Vegapunk est tout bonnement un génie. Un génie capable de mettre au point une arme de destruction massive telle que le fruit du démon de Kaido. Parce que personnellement, je suis déjà impressionné par ce que Momonosuke est en train de réaliser alors qu'il n'a simplement que 8 ans dans sa tête. Il ne maîtrise pas totalement son fruit, mais pourtant, il est déjà capable de faire de gros dégâts. À part ça, le CP0 et le gouvernement mondial ont pris la décision suivante. Si Kaido est défait, la marine prendra possession de Wano Kuni. Et ça, comme je le disais en début de vidéo, ce n'est pas qu'une petite information. C'est potentiellement le début d'une guerre entre pirates et marine qui va durer jusqu'à la fin du manga. Parce que Wano Kuni, on sait très bien que c'est une terre qu'il ne faut pas toucher. Une terre ancestrale que la marine convoite depuis des centaines d'années, mais qu'elle n'a jamais réussi à avoir. Alors, voir la marine sur Wano Kuni, ça risque de provoquer un bon gros bordel. À part ça, la guerre d'Onigashima commence à devenir équilibrée, puisque le camp des samouraïs compte à présent 8000 membres, alors que celui de Kaido, 12 000. Pour rappel, au début de la guerre, c'était 30 000 membres de Kaido contre 5400 samouraïs. Bien sûr, nous lecteurs, nous savons très bien que tant que Kaido ne sera pas vaincu, ces chiffres, ils ne feront pas sens. À part ça, on remet un coup de pression sur Nico Robin, un coup de pression qui commence vraiment à peser sur l'équipage des Mugiwara, tout simplement parce que Nico Robin devient vraiment très importante. Je dirais même que c'est devenu la clé de cette fin d'arc, la clé de la fin de One Piece. Car Nico Robin, c'est celle qui peut déchiffrer les poneglyphes, c'est celle qui peut comprendre les tenants et les aboutissants du siècle oublié. Et Rob Lucci, que nous revoyons, d'ailleurs je me demande quelle place il tiendra dans le futur, pour moi cela restera simplement un homme de l'ombre, c'est-à-dire qu'il n'interviendra pas frontalement, mais ce qui est sûr, c'est que Rob Lucci sait où il faut pointer. Et Nico Robin, c'est l'outil dont la marine a besoin, car en l'arrêtant, ils pourront mettre fin à l'avancée fulgurante des Mugiwara. D'ailleurs, pour ma part, je vois très bien la prime de Nico Robin augmenter exponentiellement, tout simplement parce que là, j'ai l'impression que tous les yeux sont rivés sur elle. Et non seulement elle a battu une Tobiropo, mais aussi c'est pratiquement la seule personne dans ce monde à être capable de déchiffrer les poneglyphes. Et pour moi, c'est limite une incohérence qu'encore aujourd'hui, elle ait une prime aussi basse. Donc je vous annonce, la prochaine prime de Nico Robin va être
énorme. On arrive à présent sur une scène entre Yamato et Momonosuke. Encore une fois, Momonosuke est mis à l'épreuve, mais cette fois-ci pour une raison toute différente. Il doit être celui qui créera les nuages permettant à l'île d'Onigashima de rester dans les airs. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant, c'est que Yamato, c'est pas une maman poule. C'est pas, je te défends, t'inquiète pas Momonosuke, je vais rester avec toi, c'est pas grave si tu n'y arrives pas. Non, c'est, écoute-moi bien, je te fais confiance, tu vas réussir à faire ces nuages de flammes et tu vas réussir à porter Onigashima. Et là encore, la pression est énorme sur Momonosuke, mais j'ai envie de vous dire, c'est les étapes logiques qui vont permettre à Momonosuke de devenir un vrai adulte, avec ses propres responsabilités. Et ici, la symbolique est très forte. Nous parlons de Momonosuke, le futur shogun de Wano Kuni, qui va porter sur son dos une île entière. Déjà, on a une symbolique avec l'homme qui porte son peuple sur son dos, parce que clairement, si Onigashima frappe la capitale des fleurs, c'en est terminé de la capitale des fleurs. Donc là, nous avons vraiment la symbolique de Momonosuke portant sur ses épaules le poids de son peuple, les rêves et l'espoir que le peuple place en lui. Et aussi, nous avons un très beau parallèle avec Oden, qui lui portait sur ses épaules ces 9 fourreaux rouges. Alors bien sûr, quand je dis porter sur ses épaules, c'est une image. Mais ce qu'il va faire, c'est faire des nuages permettant de maintenir en l'air l'île d'Onigashima. Et pour ce faire, il va devoir se dépasser, chercher au plus profond de lui pour trouver cette force qui lui permettra de rivaliser avec les nuages de Kaido. Même si les nuages de Kaido commencent à s'affaiblir parce que Kaido, mine de rien, il est en train de faiblir. Et j'ai envie de dire, heureusement. Parce que là, c'est peut-être trop démesuré, en fait, sa puissance. Et Kaido, il a ses failles, comme tout le monde, au final. Donc bref, ça reste à voir. Je trouve ça très intéressant. J'ai hâte de voir ce que Momonosuke est capable de faire. Et je suis persuadé que la force mentale qu'il possède va lui permettre non seulement de mener cette mission à bien, mais également de gouverner le futur Wano Kuni d'une main de maître. La semaine dernière, nous avions le combat Zoro King qui avait été amorcé d'une très belle manière puisque nous voyions King très énervé avec une sorte de folie que l'on comprend pas encore qui est liée justement à son identité masquée. Et là, nous avons donc forcément toujours ce petit duo Sanji versus Queen qui est amorcé dans ce chapitre. Et ce combat risque d'être très intéressant. Pour moi, il va être tout autant intéressant que le combat de Zoro, tout simplement parce que nous avons peut-être là l'éveil de Sanji à un pouvoir qui dépasse probablement celui de ses frères. Et oui, le fait d'avoir porté la combinaison a permis à Sanji de s'éveiller à de nouvelles capacités. Et là où je trouve ça fort, c'est que ça vient pas comme un cheveu dans la soupe, parce que c'est vrai que dans les chapitres précédents, on voyait déjà que Sanji se sentait bizarre, et surtout, on est maintenant dans une interrogation qui je trouve est très intéressante. Est-ce que Sanji est finalement une machine à tuer, avec des émotions, ou alors ce sont juste des pouvoirs latents qu'il ne peut pas réellement exploiter au plein potentiel parce que ce n'est finalement qu'un humain. Et là je me dis, moi, connaissant Oda, je vois très bien Sanji avoir certains pouvoirs de ses frères tout en ayant une constitution humaine. Mais c'est vrai que ça devient assez flou en fait. Au final on se dit que le père de Sanji, si ça se trouve, il avait plusieurs plans pour Sanji. Et ces plans c'était que plan A, je transforme mes enfants en machines à tuer en leur implantant directement les codes génétiques que je veux. Plan B, si ce n'est pas maintenant, leur combinaison va leur permettre d'éveiller ce pouvoir. Et donc là, ça rendrait vraiment Judge maléfique, parce que le gars, il aurait prévu tout depuis le début. Il aurait fait cette combinaison pour transformer Sanji, petit à petit, en une machine à tuer. Pour revenir sur le combat plus en détail, eh bien nous avons tout simplement Queen qui est curieux de voir ce que son ancienne associée a fait. Donc il dit à Sanji, mets le Red Sweet là, mets-le, je veux te voir te battre avec. Donc bien sûr Sanji, qui personnellement je ne comprends pas trop ce choix, il l'a mis plusieurs fois, maintenant il est là, oui non j'ai pas trop envie de le mettre. Et il y a donc cet échange de coups entre les deux, et un échange de Queen qui m'a vraiment fait rire. C'est la façon dont il se propulse. Sérieusement. Le mec, c'est censé être un brachiosaure. Comment est-il possible, dans une logique totalement normale, comment est-il possible de sortir de son corps et de se transformer en un putain d'anaconda ?
Non, sérieusement, Oda est réellement trop fort. Je veux dire, il arrive à créer des chara-design. Si vous trouvez des chara-design aussi farfelus dans d'autres mangas, je veux bien que vous m'en parlez. Bref, nous arrivons donc à cette attaque d'un anaconda donc qui est en train juste de compresser Sanji. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que normalement, une étreinte comme ça tue n'importe quel humain normalement constitué. Je veux dire, le gars, il a reçu une telle pression que normalement, il serait mort. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Sanji sort de cette attaque comme s'il avait été un petit peu cassé, voilà, on le voit un peu plié d'un côté et de l'autre. Et en fait, ça fait juste repenser à un de ses frères qui était complètement cabossé, puis a réussi à se rétablir en se mettant un petit coup de presse, et hop, il était comme neuf. Et là, nous avons exactement le même cas pour Sanji. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais là, on parle d'un power-up qui est démentiel. Sanji est devenu incassable. Et quand on se rappelle de son combat contre Vergo, où il s'était limite cassé le tibia contre son haki, bah en fait on est en train de se dire mais quelle va être la faiblesse de Sanji? Et est-ce qu'il va réellement se transformer en un monstre? En tout cas, cette fin de chapitre avec le coup de Queen qui se casse sur Sanji est tout bonnement incroyable et je suis vraiment hypé de voir la suite parce que là, on nous tease réellement beaucoup de choses. Déjà, pour moi, il y a la potentielle arrivée d'un Gear 5 de Luffy contre Kaido. Il y a les révélations finales sur le passé de Zoro, son lien avec les Shimotsuki et aussi la révélation du visage de King qui je pense sera très importante. Et maintenant, on a encore une troisième intrigue qui va bientôt être révélée. Est-ce que Sanji va avoir finalement un corps qui est fait pour tuer? Un corps qui le séparerait en fait de ce que l'on voulait montrer de lui dans tout Whole Cake Island. C'est-à-dire le montrer comme quelqu'un qui est un échec mais qui est resté humain dans son être et aussi dans son paraître. Donc à voir, ça risque d'être très intéressant. Les prochains chapitres vont être de la bombe tout simplement et on sent vraiment que ça bouge. En ce moment, One Piece, c'est des enchaînements d'événements qui, lorsqu'ils seront tous compilés, vont nous donner, je pense personnellement, l'un des tout meilleurs arcs de One Piece. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre. J'espère que cette review vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!